Bonjour à tous. Ah non? Bonjour. On vous entend effectivement. Merci de bien couper vos micros. Je suis Marie Granger, je suis la coordinatrice du COREST. On co-organise ce webinaire avec Périnast et on a le plaisir d'accueillir Monsieur Pascal Letard, qui est directeur académique adjoint en Indre-et-Loire et qui va pouvoir nous présenter le programme ambitieux EVARS. Les personnes vont continuer à arriver, mais je vais pouvoir quand même vous passer la parole, Monsieur Letard. On voit bien votre diaporama. Et le webinaire a été enregistré et sera accessible sur le site du CORES. Très bien, merci à tout le monde. J'espère que vous m'entendez correctement. Voilà, donc effectivement, j'étais déjà venu là, lors de l'intervention de Périna, donc juste peut-être mon parcours. Moi, je suis à l'origine hyper de mathématiques, ce qui semble bien loin de ces problématiques. Mais j'ai eu en charge effectivement l'éducation, l'égalité des garçons sur la technique de... Monsieur Letard, votre micro grésille un peu. Ah oui, mais alors là, je vais être embêté. Parce que ça marchait tout à l'heure. Je vais essayer de me reculer un peu. Est-ce que ça va mieux comme ça? C'est mieux. Je crois, oui. Oui, voilà, il ne faut pas que je parle trop. Oui, juste, j'étais en train d'expliquer. Donc, je suis en charge au niveau académique, effectivement, du déploiement du programme EVARS à la demande de monsieur le recteur. Donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je rappelle, on dit rapidement EVARS, mais en fait, il y a deux programmes. Il y a EVAR pour le premier degré, donc maternelle et école élémentaire, et EVARS, donc rajouter la sexualité au collège et au lycée. Vous verrez qu'en fait, sur les modalités, il y a quand même plusieurs changements induits. Alors, attendez, je vais couper mon téléphone. Oui, coupe ton téléphone. Il n'y a pas de micro. J'avoue qu'on est un peu perturbé aujourd'hui et vous devez vous douter dans les établissements scolaires. Oui, donc je disais, on a deux problématiques qui sont quand même, vous verrez, sur une genèse commune, mais effectivement, des déclinaisons et des attentes différentes. Donc, juste, je brasse vite fait les obligations légales, mais que vous connaissez tous, mais je pense que c'est intéressant de peu faire un zoom d'abord historique. La première fois dans l'éducation nationale qu'on parle d'éducation de la sexualité, il faut remonter dans les années 1937. Ceci n'a pas pu aller très loin puisque, je vous ai mis, on considérait que l'école ne devait pas empiéter le rôle moral de la famille. C'est des arguments que l'on a encore, et je vous ferai voir des tracts que l'on a encore sur Tours et d'autres parties. Ce sentiment qui est le sentiment premier de certains mouvements courants famille, on le retrouve encore. Donc ça, il faut vraiment se rendre compte que c'est les prémices de cette éducation à la sexualité dans les milieux scolaires qu'on a toujours les mêmes critiques, les mêmes revendications, les mêmes entrées. En 1973, là aussi, dans le cadre des réformes Abi et toutes les réformes du collège, de la massification de l'éducation, circulaire Fontanet, et là, on était plus sur un problème lié à la procréation. Donc, on était en lien avec le cours de sciences naturelles. Et effectivement, là aussi, on craignait de l'ingérence en lien avec, bien sûr, les courants sociétaux liés à l'IVG et toutes ces choses qui, à ce moment-là, traversaient la société. 1985-98, là, on a eu une série de circulaires qui recentraient sur la sexualité et la prévention en lien avec, dans les années 80-90, bien sûr, le VIH. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, l'école et les grands courants de la société s'entrecroisent et ont de fortes intersections. Et c'était pour ça que c'était important de faire ce petit point. Et enfin, je finis 2001, où là, c'est la première fois que en fait, toutes ces intentions de circulaire rentrent dans ce qu'on appelle chez nous le code de l'éducation, avec une obligation dans les collèges, les écoles, les collèges et les lycées d'avoir au moins 3 séances annuelles. Ceci, c'est 2001. Comme je le dis souvent quand je suis auprès de collègues de l'éducation nationale, en fait, on va fêter le 4 juillet 2026 juste les 25 ans.
En 25 ans, en fait, les conclusions, vous les connaissez, c'est qu'il y a eu beaucoup de… Dans la réalité, si on regarde, il y a très peu de gens qui respectent cette obligation des 3 séances, et encore plus au niveau école, collège et lycée. Alors, il y a eu les gouvernements successifs se sont bien sûr rendus compte de ce décalage entre l'article de la loi et la réalité. Donc, il y a eu des tentatives, effectivement, là aussi, de recadrer. On a eu en 2010 une loi sur l'obligation d'une séance annuelle sur les violences. On a eu l'ABCD qui a échoué aussi, qui est un abécédaire qui est mort-né, on va dire. 2016, on a eu des rapports disant que 2/3 des jeunes n'ont jamais reçu de cours. Tout ça a été confirmé par différents rapports. En 2016, il y a eu une loi sur la prostitution où on a commencé à dire qu'il fallait aussi qu'on intègre ces thèmes-là. Et en 2018, on a essayé de renforcer avec l'obligation de former les enseignants aux violences sexistes, sexuelles et au non-consentement. Et on rappelait le caractère obligatoire des 3 séances. Tout ça, successivement, et j'ai donné les derniers rapports à chaque fois depuis 2019, 21, 22, 23. Différents rapports montrent que malgré ces injonctions rappelées, on est très loin du compte, puisque si on va un peu plus loin, sur les derniers décomptes avant la nouvelle création, on était à 15% des élèves qui auraient eu une formation autour de l'EAS et 25% des établissements disent ne jamais avoir mis en place ceci. Voilà, donc ça c'est très global, c'est pas forcément régional, mais c'est à peu près l'état des lieux quand il a été décidé donc de se repencher sur ce programme. Et c'est pour ça que le titre s'appelait un programme ambitieux, parce qu'effectivement, cette succession que j'essaye de balayer rapidement a donné des indications et des axes pour le futur programme qui est maintenant sorti. Donc pour nous, un programme, je ne sais pas si tout le monde est au fait des fabriques des programmes. En fait, on a un organe qui s'appelle le Conseil supérieur des programmes. Alors, juste un petit rappel, Conseil supérieur des programmes, ce n'est pas un ensemble que de professeurs. Vous allez retrouver une partie de la société civile ou de représentants des fédérations syndicales, parents, mais aussi quelques députés ou grands élus, et bien sûr aussi des corps d'inspection de l'inspection générale. Ce qu'on appelle, c'est que le Conseil supérieur des programmes définit ce qu'on appelle le GEPP, donc c'est un groupe chargé de l'élaboration du projet de programme, où là, effectivement, on a des gens, comme il a été indiqué, des inspecteurs généraux, des inspecteurs territoriaux, des professeurs, des personnels de la santé, des formateurs, des professeurs au plus bas du terrain, des sociologues, des médecins. Donc, on a défini ce qu'on appelle un GEPP, et à partir de ça, ce groupe a réfléchi et a rendu un projet de programme. Le premier a été rendu le 5 mars 2024. En novembre 2024, il a été publié. Il y a eu des remontées assez négatives parce que certains considéraient qu'on parlait trop de wokisme. En fait, vous imaginez bien à l'heure où on était et dans les problématiques actuellement de la société, des remontées qu'on a eues. Il a été remis quasiment 6 mois en consultation, il a été réécrit, et là, il a été effectivement publié et arrêté le 3 février et au JO le 5 février 2025. Il faut savoir que la dernière version a par contre été acceptée et a été reçue très favorablement, et chose qui est quasiment exceptionnelle chez nous, il a été reçu voté à l'unanimité des membres du Conseil supérieur de l'éducation nationale. Alors là aussi, vous avez tout un ensemble de personnes, que ce soit là aussi des représentants de partis, de syndicats, bien sûr des professionnels d'éducation nationale. Et donc là, il y a eu 60 voix pour, 0 contre, ce qui est quand même un fait très important dans notre système éducatif.
Donc, il a été publié. Et effectivement, la question et l'urgence, c'était de le mettre en place pour la rentrée 2025. Je reviendrai sur la problématique des formations, mais je vais rentrer juste un peu plus dans le programme, puisque c'est quand même le thème de dérouler le programme. Donc, le bilan, c'est qu'effectivement, il a été pensé de manière progressive et adaptée à l'âge et au développement des élèves. Donc ça a été un travail commun avec des professionnels de la santé et du développement, je dirais, de l'enfant et de l'adolescent. Et il a été aussi vu comme une volonté de globaliser des actions qui étaient déjà en place, puisque quand je vous ai expliqué historiquement tout ce qui se passait, on voit arriver tout ce qui est sur la lutte contre la violence sexiste et sexuelle, on a vu parler de circulaires sur la prostitution, on a vu parler de circulaires en lien avec la santé sexuelle. Donc tout ça a été repris et a été fusionné dans ce programme. Donc il est vraiment, je dirais, le résultat de toutes ces circulaires qui avaient peut-être un non-sens parce qu'en fait, étaient considérées comme une accumulation. Et bien sûr, il rappelle les principes et valeurs de la République. Alors, juste peut-être un point aussi, en termes de normes, on est sur un programme. Un programme, ce n'est pas une circulaire pour les enseignants, ni les parents, ni les gens qui voudraient contester. Quand on conteste un programme, en fait, ça devient une attaque au principe des valeurs de la République et de l'école, ce qui est très compliqué pour des familles d'atteindre un programme et de rejeter un programme. Beaucoup plus facile de rejeter une circulaire en se disant que sur des moments particuliers, ils ne veulent pas y être. Donc, le fait que pour nous, Éducation nationale, ça soit un programme, c'est un cadre, vous verrez, beaucoup plus protecteur dans les rapports qu'on a avec quelques familles qui pourraient se mettre en opposition de ça. Ce qui est important aussi que vous sachiez, c'est que le grand changement de paradigme, c'est que c'est à la main des pédagogues. Donc, effectivement, des pédagogues sous le pilotage, bien sûr, de leur hiérarchie, on va dire, hiérarchie plus fonctionnelle, c'est-à-dire les directeurs d'école et les chefs d'établissement. Parce que ce qui n'était pas forcément le cas, alors bien sûr, ils coordonnaient, mais ils n'avaient pas un cadre clair. Là, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus posé, puisqu'encore une fois, c'est un programme. Donc là, c'est beaucoup plus facile à coordonner et à faire percevoir aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, ce qu'on attend d'eux. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est bien un programme national, donc ça c'est très fort. C'est un engagement collectif de la nation, en tous les cas, on n'a pas de retombées et on n'a pas de critiques hors des mouvements, des groupuscules, mais on n'a pas à l'heure actuelle de partis clairement identifiés qui pourraient porter un discours contraire, en tous les cas en façade, parce qu'on pourrait voir quelques extrémismes d'un bord politique qui pourraient effectivement être moins en phase. En tous les cas, voilà. Et comme c'est un programme, on a la structure aussi pédagogique, administrative du déploiement d'un programme. Alors, juste à titre d'information, je disais, voilà quelques... Alors, ça a été sorti du café pédagogique qui a essayé de mettre tout ce qu'il y avait actuellement comme mouvance associative qui lutte contre ce programme. Alors, j'ai mis 3 petits points parce qu'à des moments donnés, vous voyez, alors bien sûr, on a des médias, bien sûr, on a des personnalités, entre autres, via tous les réseaux sociaux. Et puis, on a un ensemble d'associations, dont, par exemple, les Parents en colère, c'est des associations qui ont œuvré sur le territoire du 37. On a SOS Éducation, on a des choses comme ça qui, effectivement, de temps en temps, tractent. Mais vous devez les connaître aussi à titre professionnel, parce que je présume que ça vient empiéter aussi sur vos exercices respectifs. Donc, bien, on suit ça. Donc, je vous ai mis là un petit tract. Nous avons tous été des enfants. Et on reprend, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, l'idéologie dès
je dirais, le début de 1937, où on dit que tout ça, ça reste dans la sphère privée, on a des enfants, il ne faut pas en parler. On parle là même que les VAR, ça va être l'apprentissage de la masturbation d'un enfant de 3 ans. Vous avez effectivement cet ensemble de mouvements, de groupuscules qui, de toute façon, essayent de troubler le discours. Bon, voilà, on sait que ça existe, on n'est pas naïf. Maintenant, on œuvre et sur la DSD 37, par exemple, moi, je reçois, en fait, j'essaie de recevoir systématiquement les gens. Je dis j'essaie parce qu'en fait, ils ne viennent pas. Là, par exemple, on a les familles qui disent que, alors avec des documents à l'appui de psychiatres, que leur enfant ne peut pas subir de telles séances pour son équilibre, son bien-être, son développement. Parlant d'éducation sexuelle au primaire, ce qui, comme je vous l'ai dit en amont, n'est pas le cas. Mais on voit bien, c'est des polycopiés où il y a juste à remplir le nom de l'enfant. Donc on voit bien derrière toute la mouvance qu'il peut avoir derrière ces sujets et derrière cette discussion. Je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi un mouvement, parce qu'on voit maman louve, mais il y a aussi un mouvement de papa qui est en train de se créer, alors en lien avec la masculinité en plus. Donc voilà, on a des mouvements qui sont pluridirectionnels, qui se structurent, se déstructurent, mais enfin, je dirais comme on est en train de vivre, par exemple, on a pu le vivre mercredi sur des mouvements actuels où ça part, c'est difficile pour l'institution de percevoir tout ce qui se passe derrière, puisqu'en fait, ça bouge dans tous les sens. Alors, pour entrer plus pédagogique, comment est ce programme? Ce programme, en fait, donc je l'ai dit, il s'appelle Éduquer à la vie affective et relationnelle, et éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Donc, vous allez voir, il est construit sur des niveaux. Donc, pour chaque âge, l'institution, et c'est en ceci qu'il a eu un écho très favorable, il cadre les choses. Donc, il dit qu'est-ce qu'on doit faire âge par âge. Quelles sont les notions qu'on doit aborder, quelles sont les compétences à acquérir. Alors, quand je dis compétences à acquérir, ne pensez pas qu'il y aura des évaluations de EVAR ou d'EVAR. Il n'y a pas de question de faire des évaluations, des contrôles pour savoir, même si on questionne non pas l'évaluation, mais la trace écrite. C'est-à-dire qu'est-ce que les enfants vont retenir de telle ou telle séance ou de tel ou tel cours. Ça, c'est des questions pédagogiques. On est en train de travailler, de réfléchir à des corps d'inspection, parce qu'effectivement, il y a une vraie problématique derrière tout ça. Donc, sensibiliser au comportement favorable à la santé, ça, c'est des thèmes, je présume, qu'on pourra échanger parce que c'est le cœur de votre métier. Promouvoir l'égalité de considération, en particulier l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, bien sûr, tout ça va rejoindre tout le plan égalité filles-garçons, femmes-hommes que l'on portait par ailleurs et qu'on porte par ailleurs. La notion du consentement. Donc ça, c'est des notions aussi qu'on travaille, par exemple, à l'heure actuelle avec la préfecture de région, parce qu'effectivement, vous le savez sûrement, on a une explosion, on a une montée constante et importante des violences intrafamiliales chez les jeunes, à caractère souvent sexuel, bien sûr. Donc ça, c'est aussi des sujets dans lesquels on boucle toutes ces informations, parce que bien sûr, qui dit EVAR et EVARS dit aussi information sur ce qu'est son corps et le respect de son corps. Donc, construire une culture commune de l'égalité et du respect. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'important, parce que j'ai parlé des violences intrafamiliales, mais il faut aussi que vous sachiez à l'heure actuelle qu'on est traversé par aussi tout ce qui sont des problèmes, entre autres, autour du harcèlement et du cyberharcèlement. Et ces problèmes, effectivement, en lien avec l'affectif, le relationnel et la sexualité, c'est des thèmes qui sont souvent dessous. C'est-à-dire que le crush qui finit mal, une vidéo à caractère nude qui se retrouve parce que voilà, le crush est fini, pour se venger, on met ça sur les réseaux. Ce sont des choses que l'on a très souvent et trop souvent. Et effectivement, derrière EVARS, il y a aussi cette volonté
de travailler de continuer à travailler et de renforcer le travail sur ces problématiques. Donc, 3 axes pour retrouver de la cohérence à tout ce programme. Donc là, les axes, c'est vraiment de la verticalité qui se retrouve de la maternelle à la terminale. Donc, sur l'ensemble de tous les programmes, il y a 3 thèmes: se connaître, vivre et grandir avec son corps. Donc, soi, c'est ce que je disais, c'est là où on rejoint les violences intrafamiliales, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur moi? C'est comme ça qu'on l'aborde dès le plus jeune âge. Rencontrer les autres et construire des relations et s'y épanouir. Donc, je dirais moi et l'autre. Et là, vous voyez bien tout le côté affectif, relationnel et sexuel, éventuellement à partir d'un certain âge. Et trouver sa place dans la société, y être libre et responsable, je dirais c'est moi et les autres au sens large. Et là, je dirais, par exemple, à terminale, on touche sur des problèmes, au lycée en tous les cas, on touche sur des problèmes beaucoup plus éthiques de ces thèmes-là. Donc, bien sûr, avec des entrées, les enfants grandissant, avec des entrées qui sont effectivement plus structurées, mais aussi éthiques, un peu philosophiques sur toute cette place-là. On y reviendra quand je vous ferai voir le lien qu'on peut faire avec la littérature. Donc, le programme, il est comme ça. Par exemple, abordé à 24 ans, vous retrouvez les 3 axes verticaux. Et dedans, il y a qu'est-ce qu'on attend à travailler. Donc, avant 4 ans, on va dire, c'est la maternelle. Connaître son corps, comprendre ce qu'est l'intimité. Donc, là aussi, il n'est pas question de donner... C'est peut-être indifférent par rapport à ce que je vais dire, mais en tous les cas, les demandes de l'institution, ce n'est pas forcément de mettre des noms sur les mots. On ne va pas parler de pénis, de vulve en maternelle, ni même au primaire, pas forcément, mais par contre, très bien identifier les zones, je dirais pour un enfant, c'est important d'identifier les zones qui sont de l'intime. Voilà, parce que ça c'est des choses qui sont abordées sous cet aspect-là. Apprendre et exprimer son refus. Donc, effectivement, ça aussi, quand vous êtes en maternelle, comment vous exprimez le refus? On ne parle pas de relations amoureuses, même si des fois en maternelle ou au CP, on peut avoir des relations amoureuses qui nous semblent mignonnettes pour nous adultes, mais qui peuvent avoir fortement de l'émotion. Mais en tous les cas, c'est déjà, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir à côté de toi? Est-ce que j'ai le droit de prendre ton doudou? Voilà, c'est des choses qui sont déjà travaillées sur un aspect qui est plus du relationnel, mais qui permet de faire ancrer aux enfants que l'accord, c'est important. Puis après, effectivement, l'égalité, les filles, la liberté d'être soi-même. Donc, effectivement, bien faire comprendre dès la maternelle qu'une fille et un garçon, voilà, il n'y a pas de rapport à des jeux, comme vous savez, on peut imaginer, et on peut être soi-même. Alors derrière ça, certaines atteintes diraient oui, mais il y a une théorie du genre derrière. Non, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de dire simplement que filles et garçons sont à égalité. Parce que vous savez, quand on parle d'égalité filles-garçons à l'éducation nationale, on s'arrête simplement à la prise de parole. Vérifier qu'une fille et un garçon ont les mêmes temps de parole, que les filles peuvent s'exprimer, que les garçons ne coupent pas la parole systématiquement, qu'un garçon a besoin de développer aussi sa dimension d'empathie, que ce n'est pas propre à une fille. Donc, c'est sur des aspects comme ça qu'on travaille cette égalité filles-garçons. Donc, je vous laisse découvrir. Donc, effectivement, à chaque fois, vous avez des thèmes qui vont s'affiner. Et par exemple, vous voyez, en C1, on n'est plus sur comprendre son intimité, mais on est sur protéger son intimité. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, on avance, on découvre des dimensions autres. Par exemple, en C1, on est sur la dimension de qu'est-ce que la relation humaine? Qu'est-ce que la relation affective, éthique, sociale, légale? Donc, on commence à expliquer aux enfants toutes ces petites dimensions pour donner du sens, en fait, puisqu'on est vraiment sur un programme progressif. Et ces points qui sont identifiés, c'est des thèmes qui ne sont pas facultatifs.
puisque comme ils sont cumulatifs, il est important, et ça a été travaillé en lien avec les psychiatres, les pédopsychiatres, c'est de montrer que tout ça a un lien et que si on loupe des étapes, après, on peut avoir des problématiques qui vont se créer. Donc après, on a une fiche beaucoup plus détaillée. Donc je vous ai donné celle de élémentaire première année, donc CE1. Donc grandir, protéger son intimité. Donc là, vous avez des notions. Donc pour nous, dans notre jargon éducation nationale, des notions et des compétences, ça veut dire qu'on est obligé de faire chacun des items. Donc là, vous avez 5 items, comprendre la croissance, prendre conscience que chaque personne a un corps unique, avec des différences de taille, de morphologie. Donc là, on rejoint bien sûr tout ce qui est inclusif, tout ce qui est comprendre la différence de chacun. Apprendre à respecter son corps, celui des autres, leurs différences, leur singularité, savoir protéger son intimité. Et développer une bonne connaissance de soi. Et à côté, par contre, c'est des propositions de démarche. Donc ça, c'est moins injonctif. Ça veut dire que pour l'enseignant, on lui propose des pistes qu'il peut déployer. On y reviendra tout à l'heure parce que en quatrième, voilà, je vous ai mis toujours d'autres thèmes. Donc ça, c'est dans le programme. Dans le programme, je n'ai pas dit, le programme, il est ici, il fait 50 pages à peu près. Donc, c'est un ensemble de choses très détaillées pour que les enseignants aient une approche très précise de ce qu'on attend d'eux. Il n'y a pas de... La liberté pédagogique, elle se fait dans les propositions de démarche, elle ne se fait pas dans les notions et compétences acquises. Donc voilà, je ne vais pas passer, vous pourrez le relire et je ne peux que vous inviter à lire effectivement ce programme. Par exemple, en quatrième, vous voyez, on parle de modèles sociaux pour impliquer l'amour, le plaisir, la reproduction. Donc là, on est dans des choses qui deviennent plus de l'intime. C'est pour ça que là, en quatrième, on a bien rajouté le S à l'acronyme, parce que là, effectivement, on rentre plus sur des problématiques, alors certes de reproduction, et ça, souvent dans un établissement scolaire, le cours de EVA, c'était l'infirmière et le professeur de SVT. Et ça, on est en train d'essayer d'infléchir ceci, parce que la reproduction SVT, elle est effectivement traitée, mais elle n'est pas traitée au sens, je dirais, psychique de l'amour, du plaisir. Elle est traitée au sens reproductif, organe de reproduction. Or, EVAR, ça a cette dimension aussi du psychologique. Il ne doit pas être que dans la mécanique, ou en tous les cas, le corps. Qui était l'entrée, si vous avez rappelé de ce que j'ai dit tout à l'heure, des années 73, où on travaillait la procréation, donc là, en lien, on va dire, reproduction, fertilité. Donc là, on est plus dans des dimensions aussi un peu plus éthiques et philosophiques, mais qui posent des soucis à nos élèves. Encore une fois, le nombre de faits établissements, il faut savoir que quand on a un fait dans un établissement ou une école, les directeurs ou les principaux et proviseurs doivent entrer dans une application le fait et l'explication du fait. Donc, moi, je lis tous ces faits. Et tous les faits que je peux vous avoir sur le département du 37 qui sont en lien avec cet amour et ce plaisir, c'est quand même inquiétant. Et je pense que l'institution en a bien compris, en a bien pris la mesure, et c'est pour ça qu'on est très content. Et les enseignants sont très impliqués en début d'année, là, en tous les cas, sur le déploiement de ce programme, parce que pour eux, ça répond à une vraie problématique de climat scolaire. Voilà, donc envisager la sexualité comme un cheminement personnel singulier. Là aussi, il est discuté de l'âge du premier rapport, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, liés avec le rapport excessif à la pornographie via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aborde aussi, le poids du réseau social, le poids du super-héros sexué d'un film pornographique. Alors ça, par exemple, vous voyez, c'est travaillé très tôt au primaire, non pas dans le cadre des super-héros sexués, mais dans le cadre des super-héros type Marvel, pour bien faire comprendre aux enfants la différence entre un super-héros virtuel filmé et l'être humain physique que l'on est chacun. En espérant justement qu'on arrive à partir
des collèges, de bien faire comprendre aussi ce glissement, une fois qu'on a travaillé sur la notion du super-héros, de comprendre effectivement ce lien entre les deux choses. Alors, bien sûr, là aussi, vous allez retrouver des choses qui sont liées avec la santé sexuelle, parce qu'on n'a pas perdu cette dimension et qui est arrivée dans les années 80 et qui s'est renforcée à ce moment-là. Donc, bien sûr, la vaccination, HPV, les douleurs gynécologiques en lien avec les règles. Les règles, c'est quelque chose qui est abordé en 6e, entre parenthèses. Donc là, bien sûr, on parle de douleurs en lien avec l'endométriose, mais il y a bien des choses qui sont faites avant, dès la 6e. On a même sur le territoire expérimenté avec une association qui vient d'avoir son agrément national des règles élémentaires, parce qu'effectivement, on l'a expérimenté sur le primaire sous forme d'une dérogation, parce qu'effectivement, c'est important de parler à des jeunes filles qui peuvent avoir leurs règles dès le primaire et qui, en fait, n'ont pas la possibilité d'attendre le cours de 6e pour parler des règles. Sachant que les règles, c'est aussi une inégalité entre les filles et les garçons en termes de résultats scolaires, d'anxiété, en fait. Je ne vais pas porter le discours de l'association avec qui on travaille avec plaisir, mais c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui, en tous les cas, est identifié dans les programmes, bien sûr. Voilà. Juste, donc, pour résumer, donc, vous avez des sujets phares qui traversent ce que je vous ai expliqué. Il y a le consentement, donc dès la maternelle jusqu'au lycée, parce que c'est un vrai problème, le consentement, qui va aussi aller en classe de seconde sur la prostitution, parce qu'effectivement, c'est comment on peut dire non, comment on doit respecter le non, et comment on doit se mettre en situation déjà de demander oui ou non. Donc tout ça, c'est des choses qui perturbent nos élèves, qui n'ont pas forcément un cadre. Je ne suis pas en train de dire que les parents sont désarmés, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais certains, effectivement, pour différentes raisons, peuvent avoir aussi pas forcément ce discours. Et donc, dans le cadre de la coparentalité, de la coéducation, excusez-moi, on doit effectivement les aider à travailler sur cette notion de consentement. Alors, le numérique et les réseaux sociaux, ça, c'est un fléau. Ce que ma collègue de l'éducation aux médias et à l'information appelle la culture de la chambre, c'est-à-dire que nous avons des parents très contents parce que les enfants ne sont pas loin de nous. Finalement, ils ne traînent pas en ville, ils ne traînent pas dans les quartiers, ils ne sont pas en train de jouer au football ou aller à la pêche comme nos grands-parents pouvaient faire. Ils sont dans la chambre, donc on a l'impression qu'ils sont en sécurité. Sauf que ce qui se passe dans la chambre, c'est terrible. Bon, ça, je peux vous donner que les derniers rapports qu'on fait des députés. Vous savez qu'on expérimente ce qu'on appelle la pause numérique, le portable en pause. Ça, c'est une vraie difficulté. Je parlais tout à l'heure de la pornographie et l'âge très, très précoce des premiers contacts avec la pornographie. Tout ça, effectivement, trouble cette éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Et donc, on a un axe, bien sûr, qui est commun aux 4 parties, maternelle, élémentaire, collège et lycée, pour travailler effectivement sur ces dimensions-là. Bon, l'égalité filles-garçons, la lutte contre les discriminations, le harcèlement, donc ça aussi, bien sûr, on en parle. Les connaissances spécifiques, le corps, la puberté, donc tout ça, vous l'avez vu, ça suit le développement, je dirais, de l'enfant. Et la santé de Evars. Juste un petit point, c'est quelque chose qui... donc, il y a 2 spécificités. Au primaire, en théorie, il n'y a pas d'association qui intervient. Il est bien marqué dans le programme que, en fait, c'est les enseignants qui, à travers une lecture, à travers une œuvre artistique, une donnée statistique, à travers un cours de SVT, à travers je ne sais pas quelle balle pédagogique ils peuvent saisir, ils doivent
intégrer l'éducation à la vie affective et relationnelle. Il n'y a pas un programme, point, en disant là, pendant 1 heure, 2 heures, on parle que de EVAR. Ce n'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est d'arriver à le rendre le plus fluide et le plus en cohérence avec l'enseignement et faire comprendre aux enfants et donner sens à ce programme-là. Donc ça, ils ont des fiches qui ont été créées par le ministère avec des séances presque clés en main pour leur donner, mettre le pied à l'étrier, leur donner envie de le faire. Au second degré, par contre, ils peuvent s'appuyer sur des interventions d'associations. Ils peuvent s'appuyer sur des interventions, bien sûr, d'infirmières, assistants sociaux, je dirais, propres à l'éducation nationale. Donc voilà, si vous participez à des activités au sein des établissements scolaires, dans les collèges et lycées, tout ça doit perdurer. La seule chose que l'on a demandé aux équipes, c'est de bien faire le lien entre le programme et ce qui se faisait, parce que peut-être ce qui se faisait au niveau 5e doit maintenant se faire au niveau 4e ou 6e, je ne sais pas, mais voilà, c'est juste bien faire attention que si vous proposez une séance, de bien l'insérer au bon endroit. Je passe l'adaptation à l'âge des élèves. Il faut savoir que dans les formations, il y a l'intervention d'un collègue psychiatre donc du CHU de Montpellier qui a aidé à faire le programme, qui a mis à disposition un ensemble de vidéos en direction des enseignants pour expliquer justement, alors je vais le passer vite fait, mais les enjeux. Donc, pourquoi faire de l'éducation à la vie affective et relationnelle de 3 ans à 5 ans? Qu'est-ce qu'on doit y faire? Quelles sont les conséquences de cet apprentissage? Et si on ne le fait pas, quels sont les risques de dérapage pour l'enfant dans sa construction? Voilà, donc il y a un ensemble de documents qui ont été produits sur cette thématique par ce collègue psychiatre qui nous permet effectivement de donner une base scientifique à ça. Et c'est aussi un moyen d'argumenter si on a des familles qui sont en opposition, en leur faisant voir et comprendre que tout ça n'a pas été décidé dans un bureau au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est une vraie réflexion collégiale avec les membres du corps médical et tout un ensemble de personnes. Il y a les déclinaisons, juste, je vais assez vite parce que je veux garder du temps pour des questions et des échanges. Les déclinaisons de l'adaptabilité, par exemple, vous voyez, c'est qu'on a une partie spécifique pour les CAP, parce que dans les CAP des lycées professionnels, on a souvent des enfants qui sont issus de l'école inclusive, de SECPA, donc ils peuvent avoir des troubles plus ou moins cognitifs. Et donc, il y a une spécificité, une attente particulière sur ces enfants parce que voilà, leur corps évolue, peut-être que le cognitif n'évolue pas en relation de leur corps. Donc, il y a toute une approche réfléchie de comment parle-t-on à ces enfants en appuyant effectivement sur les messages. Il n'est pas une question de ne pas faire passer les messages, mais une adaptation. Donc, une vraie volonté dans ce programme réellement d'essayer de l'adapter vraiment à l'âge, mais aussi au public particulier qui pourrait être visé et construit par rapport à leur apprentissage aux compétences. Juste, quelque chose peut-être qu'il faut que vous compreniez, c'est ce que j'essaie de vous développer, c'est que par rapport à l'éducation nationale, EVARS, en fait, c'est à la croisée de beaucoup de dispositifs qui existent. Alors juste, je vais les balayer. L'EMI, éducation aux médias et à l'information. Donc, un enfant, dans son parcours, doit avoir une sensibilisation aux fake news, au réseau, à tous ces dangers, au phishing, à tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, que ce soit la cybersécurité, la véracité de l'information. Donc, ça, c'est travaillé dans ce qu'on appelle l'EMI. Alors, vous avez bien sûr des liens entre l'EMI et les VARS. Les CPS, donc les compétences psychosociales, donc vous savez, quand on travaille ça dans le cadre général des relations à l'autre, c'est quelque chose qui a été travaillé en parallèle de la lutte contre le harcèlement. Donc, bien sûr, tout ça est relié. L'égalité filles-garçons,
faire bien comprendre qu'une fille et un garçon, au niveau des études, des parcours, il n'y a pas de souci, mais que une fois qu'on a dit que filles et garçons se respectaient, il n'y a pas de problématique en lien de relation à créer entre ces deux blocs. On a, juste un titre d'information, dans certains collèges, je ne dirais pas où, un amont de jeu d'échecs, des filles qui ne servent pas les mains des garçons, parce qu'on leur dit que ça ne se fait pas et que ce n'est pas en cohérence avec certaines religions. Donc, on en est là encore en 2025. Donc, vous voyez, ce thème n'est pas anodin. Voilà, alors les programmes disciplinaires, je vais vite faire 30 secondes d'incise là-dessus. La laïcité, je vous l'ai dit. Les parcours éducatifs, citoyenneté, parce que dans la citoyenneté, il y a le respect de l'autre. Et dans le respect de l'autre, il y a aussi des choses qui ne gênent pas du tout, parce qu'il y a d'autres circulaires. C'est aussi le rapport à l'orientation sexuelle de chacun, lutte contre l'homophobie, transphobie, LGBTQIA, en fait, toutes ces choses qu'il y a de la promotion, alors qu'il y a autant dans le parcours citoyen que dans l'égalité filles-garçons. Mais vous voyez, tout ça, en fait, vraiment pour nous, c'est une grosse bulle et VAR. C'est quand je disais tout à l'heure que tout ça structure. Et c'est pour ça que c'est bien perçu aussi par les corps enseignants. C'est parce que pour eux, ça donne un peu de sens à des bulles qui étaient pour l'instant un peu disparates, chacun dans son coin. On avait atomisé les attentes. On ne savait pas trop dans quel cadre on devait le faire. Là, on a une forme de cohérence à travers ce programme. Juste peut-être sur les apprentissages, parce que comme je vous ai dit, le changement, c'est que c'est l'enseignant qui est au cœur. Donc, il a été fait un ensemble de documents. Alors, les premières déclinaisons, c'est moi, dans ma discipline, en fait, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dis. Par exemple, en français, le thème de l'amour, c'est un thème historique de la littérature et qui est travaillé dans toutes les classes, dont la 4e. Et bien sûr, on doit profiter de ces moments à travers la poésie, le théâtre, les récits, pour travailler ces thèmes-là. Quand on est sur un art plastique, on a plein d'œuvres, de possibilités de création qui viennent rejoindre ces thèmes-là. Bon, en EPS, ça paraît logique, mais c'est aussi une problématique qui a été... les corps enseignants, effectivement, d'EPS qui ont dû adapter aussi leur rapport sur certains gestes parce qu'ils pouvaient être mis à défaut de façon purement non volontaire. Hein. Mais là aussi, bien identifier tout ce qu'on devait faire. Alors, pareil, en musique, en SVT. Donc, l'idée étant de faire comprendre que chaque discipline a bien sûr un rôle important et peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, juste, voilà, par exemple, et je finirai là. Attendez, je vous laisserai ça. Par exemple, en 4e, le programme qui dit Dire l'amour. Donc, par exemple, à travers un sonnet de Louise Labbé, donc ça a été travaillé par nos collègues inspecteurs de lettres. Donc, je vis, je meurs. Comment travailler effectivement les rapports de l'amour. Comment l'écrivain passe ça, comment il travaille sur ses rapports, comment ce texte exprime justement ses sentiments. Donc tout ça est travaillé en lien. Il faut savoir que cette approche pluridisciplinaire, j'en discutais récemment avec les enseignants de Jacques Decour, donc Saint-Pierre des Corps, QPV, le quartier, on va dire, populaire, avec, qui peut avoir des difficultés parce que voilà, certains pourraient penser que c'est non conforme à des religions. Ça ne pose aucun problème justement quand les séances d'éducation à la vie affective et relationnelle sont justement intégrées dans un ensemble d'activités. Et nos collègues de lettres nous expliquaient qu'elles parlaient même de rapports sexuels à travers certains extraits de livres. Et que jamais aucun parent n'est venu le voir en disant « mais il ne faut pas parler de ça à ma fille, c'est interdit ». Elle disait pas du tout, parce qu'en fait, comme c'est vu dans le cadre pédagogique, les parents ont beaucoup moins d'emprise. Donc, c'est aussi cette volonté-là, et ça sera peut-être mon mot de conclusion, c'est aussi cette volonté-là de l'avoir intégré dans tout pour effectivement éviter d'en faire plus que 3 séances qui peuvent être très marquées, où on a des fois des familles qui ne se présentent pas dans ces séances. Voilà.
j'ai essayé de respecter le temps, mais on en pourrait en parler longuement, mais peut-être pour avoir un temps d'échange, de questions. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je vous propose de lever les mains. Et du coup, j'en profite pour lire les... merci déjà, hein, Monsieur Létard. Et il y a 2 questions que je peux lire. Les vidéos réalisées par Dr Lacambre sont-elles accessibles ailleurs que sur un portail intra-éducation nationale? Ça, je ne sais pas, mais par contre, comme ils sont ouverts au public, je vais essayer de vous les extraire si vous voulez. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de grands conflits à vous les rendre publics. De toute façon, c'est un collègue à vous. Je vais essayer si ça vous intéresse, parce que c'est du MP3 classique, je vais voir. Merci beaucoup. Si ça peut vous intéresser, je vais essayer de vous les extraire. Et une question autour des intervenants extérieurs. Vous avez évoqué que ça serait sûrement possible en primaire avec des partenariats. Est-ce que vous pensez que ce serait possible en maternelle, notamment pour les PMI? Alors, tout ceci, donc normalement, c'est que collège et lycée. Hein. Tout ce qu'on fait au niveau primaire et maternel, effectivement, pour donner un cadre, très clair, faut que ça passe par la DSDEN, c'est-à-dire par nous, au niveau de Tours ou chacun des départements, pour qu'on donne un cadre, si vous voulez, officiel au dérogatif. Parce qu'en fait, le ministère très clairement a dit, nous refusons ça. Donc non, pas d'intervention en maternelle, pas d'intervention au primaire. Pour vous donner un exemple sur les violences sexistes et sexuelles, je travaille avec la préfète de région pour des interventions en CE2 en lien avec EVAS. Donc on va conventionner entre la préfecture de région et le rectorat pour donner un cadre légal à quelque chose de dérogatif, puisqu'en théorie, il n'y a pas d'intervention. Donc moi, je pense, et c'est ce qu'on a proposé pour les règles élémentaires en CM2, je pense qu'il n'y a aucun souci, mais il faut qu'on trouve un cadre officiel, vous voyez, qui soit, en tous les cas, il faut que la DSDN soit officiellement informée, que le DAZEN ou la DAZEN, suivant les départements, donne son accord. Donc moi, je ne peux que vous inciter de vous rapprocher soit de la DSDN, soit en tous les cas par le directeur d'école, qu'on ait un cadre. Et c'est vrai que, voilà, moi, je ne vois pas pourquoi la PMI ce serait mieux. Ne pourrait pas avoir accès, mais il faut qu'on donne un cadre simplement pour pas qu'on puisse nous reprocher de dire, vous voyez, de dire, oui, mais c'est interdit, mais dans ce département, ça se fasse. Il faut que ça soit clair, net. Mais ça, il n'y a pas de souci, on peut le créer au cas par cas ou voire plus généralement avec monsieur le recteur. Donc, voilà. Sur le principe, c'est pas toléré, enfin, c'est pas encadré, mais moi, et monsieur le recteur, on en a discuté, il n'y a pas de souci à condition qu'on y trouve un cadre légal. Et encore plus avec la PMI en maternelle. Christine Mériot. Oui, bonjour, merci pour votre intervention, Monsieur Létard. Ma question, c'était si effectivement il y a une situation récemment où, suite à des violences dans le cadre entre 2 élèves de maternelle, la PMI a été sollicitée pour justement venir, écoutez, faire un travail de prévention auprès des élèves et des parents. Et la question a été la question c'est bon, c'est reparti, oui. Oui, parce que du coup, voilà, quelle est la procédure quand il y a une demande d'une directrice d'établissement, en l'occurrence une directrice de maternelle, qui appelle, voilà, qui a besoin d'un accompagnement suite à des faits de violence et qui sollicite le service tel que la PMI, quoi. Comment on se positionne, quelle est la procédure, quel est le cadre, est-ce que c'est possible, qu'il faut informer, bien sûr, informer les parents s'il y a quelque chose d'organisé, mais voilà, c'était ça ma question. Moi, je pense qu'il y a 2 questions dans une, c'est-à-dire que si c'est une intervention sur une situation de 2 enfants, je dirais, ça, c'est pas forcément, on n'est pas sur une séance d'éducation EVAR et EVAS. Donc là, je dirais, pourvu que vous soyez en lien avec la directrice et de façon plus large quand même, et l'inspecteur de la circonscription, je pense que c'est quand même une personne qui doit rentrer dans la boucle sur votre situation. Tant qu'à si à partir de là, vous considérez qu'il y a
une action de prévention ou d'éducation à faire en direction de tous les élèves. Je pense qu'effectivement, la façon la plus classique, c'est d'interpeller l'inspecteur l'IUN, donc votre inspecteur Circo, et pour qu'il nous demande l'accord. Mais encore une fois, l'accord, il sera donné. Je ne vois pas pourquoi, institutionnellement, on va empêcher la PMI de venir. Vous savez que vous êtes bienvenus pour toutes les visites qu'on doit faire. Je sais. Non, Ok. non, mais le cadre, il a été donné, il est rigide. C'est aussi un garde-fou pour certaines familles obscurantistes. Mais au cas par cas, il n'y a pas de problématique pour nous. D'accord. Merci pour votre réponse. Peut-être je résume quelques échanges dans le chat qui tournent autour de quelle formation ont reçu les professeurs pour la partie dans les matières. La formation spécifique EVARS là, suite à la réforme. Alors, ils ont tous, ça a été fait à plusieurs niveaux. Pour l'instant, puisque vous avez vu, c'est février, hein, le temps que notre administration se mette en… ce qui a été formé, ont été formés tous les cadres, donc tous les inspecteurs, tous les chefs d'établissement. Les IEN ont formé tous leurs directeurs et les directeurs et les chefs d'établissement à travers les réunions de rentrée ont défini, parce que je ne l'ai pas dit, un projet d'école ou un projet d'établissement sur EVARS qui va décliner la stratégie de chaque établissement. Donc ça, c'est en termes de suivi de la mise en place de la réforme pour qu'on arrive enfin 25 ans après à avoir bien à minima 3 séances. Et en termes de formation, les enseignants ont accès à plusieurs modules. Donc, ils ont un premier module qui est un module en ligne qui est très bien fait, qui est très complet, avec plein de ressources pédagogiques. Donc ça, c'est une première possibilité. Et après, ils auront la possibilité de faire des formations sur site, donc de demander à un établissement ou un regroupement d'établissements à avoir une formation d'une journée ou de plusieurs journées sur ce thème-là. Et après, ils ont des formations dans le cadre disciplinaire, donc moi, enseignant de lettres, sur qu'est-ce que je fais en tant que prof de lettres sur EVARS. Donc, c'est très directionnel. Et au niveau du premier degré, parce que si vous êtes au fait des statuts des enseignants premier degré qui ne sont pas les statuts des enseignants second degré, eux, ils ont un cadre réglementaire d'heures de formation. Et comme on est dans le déploiement de nouveaux programmes, on a décidé de ne pas rajouter une brique à nous spécial EVARS, mais on a décidé que dans toute action de formation, il y aurait au moins une partie de l'action qui va être réservée à EVARS. Donc, par exemple, s'ils s'inscrivent sur une action liée avec l'art plastique, eh bien, il y aura une partie du programme qui s'occupera sur qu'est-ce que je fais moi dans art plastique sur EVARS. Pareil sur ce qu'on appelle les constellations de français. Qu'est-ce que je fais en français pour EVARS. Donc, on a essayé plutôt que de faire des modules et d'avoir un plan de formation qui allait peut-être durer 2 ou 3 ans, de jouer le jeu de l'essaimage et d'en mettre partout dès cette année pour justement qu'ils comprennent bien, entre autres dans le premier degré, que ce n'est pas une matière, mais que c'est au sein des disciplines qu'on doit faire vivre EVARS. Voilà. Mais on court, parce que vous voyez bien, février 2025, mise en place septembre 2025, c'est forcément ambitieux et ça nous demande effectivement beaucoup de situations d'équilibristes pour arriver à rentrer dans nos contraintes, mais la volonté est clairement forte de monsieur le recteur. Et donc, oui, c'est porté de façon très forte. Merci. Claire Poirier? Je suis le docteur Poirier, je suis infectiologue à l'hôpital de Chinon et je suis accompagnée de ma collègue Colline Billard. Du coup, moi, je suis infirmière en pratique avancée à l'hôpital de Chinon également. Et donc, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait, nous, intervenir dans le cadre de la prévention, en fait, des risques de santé sexuelle, notamment auprès des élèves, probablement plus simplement au collège et au lycée. Moi, je pense que votre relais naturel, il est envers l'infirmière du collège ou du lycée. Je pense que vous prenez ces contacts directement, appelez l'infirmière
proposer lui, parce que même si j'ai dit que c'était centré sur les enseignants, les infirmières, les conseillères principales d'éducation, tout ça, c'est des acteurs qui intervenaient anciennement et qui ne sont pas hors jeu, bien au contraire. Entre autres, sur tout ce qui est votre thématique autour de la sexualité, ça reste les éléments forts du principe et du déploiement. Donc, moi, je dirais que le plus simple, c'est de vous identifier auprès de vos collègues, des collègues infirmières d'établissement. Donc, voilà, vous y allez, excusez-moi de le dire au culot, vous appelez directement l'infirmière de Chinon, de Janzé, de Azay-le-Rideau, enfin, vos secteurs, et vous lui dites, voilà, on a participé, on est intéressé, on aimerait voir ce qu'on peut faire, et dans ce cas-là, ça va se créer comme ça. Moi, je crois beaucoup au réseau local, et tout ça, c'est très facile, mais je vous donnerai quand même un autre numéro de téléphone en même temps que j'enverrai le support numérique. C'est le numéro de notre CT, donc conseillère technique infirmière, qui n'est plus Madame de Rangeon, qui est justement à Chinon en psychiatrie, non pas en tant que personne, mais en tant qu'infirmière. Donc c'est Madame Langlais, et effectivement, elle peut vous ouvrir aussi le listing de l'ensemble des infirmières du département 37. Et sachez qu'il y a des infirmières conseillères techniques dans chacun des départements. Donc, effectivement, c'est des gens qui sont des vrais relais, puisqu'en fait, c'est eux qui animent le réseau des infirmières. Donc, moi, très simplement et de façon très pragmatique, pour répondre à votre question, prise de contact avec l'infirmière, soit la CT du département, soit l'infirmière des établissements où vous aimeriez intervenir. Et donc, dans le cadre des primaires et des collèges et des lycées, il n'y a pas besoin d'autorisation de la DAZEN? Ah non, 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 ça c'est à construire. La seule spécificité que je vous demanderai, c'est d'essayer d'arriver à intervenir sur l'ensemble d'un niveau, parce que si on veut vraiment respecter cette logique, si vous faites une intervention en 5e, il ne faut pas former que la 5e A. Parce que vous imaginez bien que sinon, ben, c'est ce qui se passait dans l'ancien système. En fait, on avait des élèves qui, au cours de leur cursus, avaient pu avoir 5-6 formations et d'autres qui en avaient 0. Donc, le cadre dans lequel on veut se donner, c'est que si vous intervenez en collège, c'est prévu, c'est possible, avoir la dynamique de l'établissement, mais il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut vous mettre en tête qu'il faut intervenir sur l'ensemble d'un niveau et pas simplement sur quelques classes, parce que sinon, on ne va pas arriver à atteindre, à s'assurer que 100% des élèves d'une classe d'âge ont bien eu l'ensemble des informations souhaitées. Merci beaucoup. De rien, et bienvenue dans le bateau.